table de la Wallonie, les travailleurs doivent se lever. Nous vivons dans une société de la violence institutionnalisée, qui rapporte du profit et que personne n'a l'air de contester. Et on doit savoir dans ce pays que les travailleurs sont capables de se mobiliser lorsqu'ils sont agressés de cette manière-là. Quand le syndicat séquestrait les patrons. Raymond Coumont, Mémoire d'un syndicalisme. Un podcast de Colline Grandeau. Ce que je crois, c'est que M. Van der Weyer vient de démontrer de manière très claire que le patronat commence à accepter tout doucement des choses qui lui sont imposées par la classe ouvrière. Quand M. Van der Weyer dit le droit de grève est un droit qui n'est plus question de contester, je lui ferai simplement remarquer que quelques dizaines d'années avant lui, d'autres patrons le contestaient très fort. On voit où nous en sommes, on occupe actuellement à peu près une usine par jour en Wallonie, et ça commence à passer dans la mentalité que c'est parfois nécessaire d'occuper cette entreprise. Épisode 3. Négocier ne débouchait plus sur rien. Vers un syndicalisme de combat. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué comment, en devenant secrétaire fédéral de la CSC du Brabant Wallon, Raymond Coumont et les militants de la région développent un esprit interprofessionnel et comment se tisse la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs. Maintenant, penchons-nous sur les actions en tant que telles. Certaines vous paraîtront sûrement familières, d'autres peut-être carrément osées. Moi, ce qu'elle me raconte, c'est que ces récits, aujourd'hui, on ne les entend plus. On ne les raconte plus. C'est comme s'il s'agissait d'une forme de syndicalisme d'un autre temps, tombé dans les limbes de l'histoire ouvrière. Et pourtant, c'était hier. Dans cet épisode, on va parler d'occupation d'usines, de séquestration de patrons et de prise de trésors de guerre, des actions qui dépassent le cadre légal et qui instaurent un autre type de rapport de force. D'abord chez CP Bourg, où le patron sera bloqué hors de son entreprise, puis chez Plastémal, où les deux patrons sont retenus dans leur bureau, et enfin, chez Ampex, où la production de cassettes est subtilisée et menacée d'être vendue sur le marché. Il est arrivé que dans deux entreprises, coup sur coup, la centrale, et c'était à chaque fois la centrale des métallurgistes, ce qui était important pour nous parce que c'était une des centrales les plus importantes et les plus combatives, était dans l'impasse. C'est à la firme CP Bourg où l'entreprise avait licencié une dizaine de travailleurs et où aucune négociation n'avait pu aboutir pour leur réintégration. Et chez Plastémal à Nivelles, une entreprise qui fabriquait des baignoires, où on était confronté à la même question, un licenciement sur lequel les patrons ne voulaient pas discuter. Et dans les deux entreprises, nous avons fait une action similaire à quelque temps de distance, c'est-à-dire mobiliser des délégations syndicales de toutes les entreprises où c'était possible dans le Brabant Wallon et d'occuper les bureaux de l'entreprise. Et dans le cas de CP Bourg, empêcher le patron d'entrer dans ses bureaux et dans le cas de Plastémal, les empêcher d'en sortir. Le problème était le même, ils étaient bloqués. Donc à CP Bourg, comment vous êtes entré dans l'entreprise et comment vous avez fait pour bloquer les patrons à l'extérieur ? D'abord, on est arrivé très tôt. Le patron savait à quelle heure il arrivait. Donc, ce n'était pas un hasard qu'on l'avait laissé dehors. Là, on avait discuté avec la délégation de l'entreprise et le délégué de cette entreprise-là nous avait dit, bon, ben voilà comment il faut faire, etc., par où il faut passer. Et donc, il était, eux, déjà à l'intérieur, puisqu'ils travaillaient dans l'entreprise, les délégués. Donc, quand nous sommes arrivés, c'est eux qui nous ont ouvert les portes. Donc, on est entré et on a envahi tous les bureaux et on a mis des bureaux et des armoires devant les portes. En se disant, on va sûrement avoir la gendarmerie qui va débarquer et donc, il ne faut pas qu'ils puissent entrer trop facilement. Il faut que ça fasse du bruit, quoi. Et effectivement, on a vu le patron arriver, fou furieux, qui faisait les 100 pas dans la cour, en invectivant tout le monde, en nous sommant de partir, faute de quoi il allait faire appel aux forces de l'ordre. On lui a dit, vas-y seulement, ne demande que ça. Et puis effectivement, les gendarmes ont débarqué, ils ont demandé à voir le responsable, et on s'est parlé à travers les fenêtres.
commandant a dit, est-ce que je peux entrer? Je dis, oui, mais bien sûr, donc vous entrez par la fenêtre. Et donc il est entré, les gendarmes sont restés dehors, il nous a longuement expliqué qu'ils n'étaient pas contre nous, mais qu'eux devaient faire leur travail, respecter la loi, que nous étions dans l'illégalité, que nous prenions de grands risques, qu'il fallait surtout pas faire de dégâts parce que ça risquerait de se retourner contre nous. Donc c'était pas un monsieur agressif qui nous menaçait, mais qui a essayé de nous raisonner. Alors on lui a dit, écoute, c'est très gentil de vous préoccuper de ce qui pourrait nous arriver, mais ça on le savait déjà. Et donc nous, on ne bouge pas d'ici tant que le patron ne négocie pas la réintégration des personnes licenciées. Punt aan de lijn. En dehors de ça, il n'y a pas de discussion possible. Mais il dit, vous allez nous forcer à intervenir. Si le patron demande qu'on vous évacue, nous, on est obligés de. Il dit, écoutez, ça, c'est votre boulot. Le nôtre, ce sera de vous empêcher d'entrer. Bon, donc il est reparti. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Et on a vu arriver le bourgmestre. Les gendarmes ont essayé de raisonner le patron. Il était fou furieux parce que lui, il voulait qu'on nous évacue. Et donc, il a appelé le bourgmestre d'Ottignies, du Monceau de Bergendal. Il a aussi demandé à pouvoir nous parler. Donc, on l'a aussi fait entrer par la fenêtre. Et il a commencé à nous dire exactement la même chose que ce que les gendarmes nous avaient dit. Mais je dis, mais de toute façon, vous savez, votre creux n'a pas d'oreille. Nous, ici, nous sommes ici depuis 6-7 heures du matin. Il va être midi. Nos estomacs qui faminent. Commencez d'abord par nous apporter à manger. Et puis après, on verra si on continue la discussion. Bon, d'accord. Et puis il s'en va. Et une demi-heure après, il y a un traiteur du coin qui s'amène, qui prend les commandes des sandwichs et qui ravitaille toute la troupe en sandwich. Quand Christian Pierrebourg, qui était toujours dans sa cour, a vu ça, il est entré dans une colère. Il a jeté son chapeau par terre et il a commencé à le piétiner en disant « Dans quel pays sommes-nous? On occupe mes bureaux. J'appelle la gendarmerie ne fait rien. J'appelle le bourgmestre les ravitaille. Mais où allons-nous » on se bidonnait, nous, derrière les vitres. Et finalement, le bourgmestre, qui était quand même un malin, obtient de Christian Pierrebourg et dit, écoutez, monsieur, on s'expose ici à la risée générale dans la cour, vous ne pouvez pas entrer dans votre entreprise. Je vous propose de demander à tous les manifestants de sortir de vos bureaux, à condition que vous acceptiez de discuter avec eux, et je mets la salle des mariages de la commune à votre disposition. Et après pas mal d'hésitations, il accepte. Donc nous aussi, nous acceptons. Et donc on désoccupe l'entreprise et on va tous à la salle des mariages. On a une négociation avec tous les militants dans la salle, etc. Et vers 10-11 heures du soir, donc on sort de l'entreprise avec la réintégration des travailleurs. Chez Place des Malles, évidemment, ça ne s'est passé différemment, puisque là, on les empêchait de sortir. Donc là, on est aussi entré dans l'entreprise avec la complicité de certains travailleurs. Enfin, on avait quand même 2 ou 3 syndiqués, mais on n'avait pas de délégation. Et là, nous sommes fait invectiver par un groupe de travailleurs de l'entreprise, en disant « Qu'est-ce que vous venez faire ici ? C'est pas votre entreprise, de quoi vous vous mêlez, etc. » Et donc, on a dû palabrer pendant un certain temps, pendant qu'une partie du groupe retenait les patrons dans leur bureau. Une autre partie discutait avec les travailleurs pour leur expliquer qu'en fait, maintenant, il y en avait quelques-uns qui étaient licenciés, mais que si ils ne réagissaient pas, ils allaient tous y passer les uns après les autres dans les mois qui suivaient. Pour finir, ça s'est calmé. Et en tout cas, ceux qui étaient contre notre intervention n'ont pas participé, mais n'ont plus manifesté leur désaccord. Et donc, on a séquestré les patrons dans leur bureau. Et là, c'était assez comique parce que les 2 patrons faisaient semblant de ne pas savoir parler français. Et donc, quand on leur disait des choses en français, ils répondaient en anglais. Mais nous savions qu'ils parlaient parfaitement bien le français, puisque des gens de l'intérieur nous avaient informés.
Et donc, à un moment donné, on a trouvé l'idée de leur dire, écoutez, maintenant, on a assez rigolé, puisque vous ne voulez pas comprendre ce qu'on vous dit, on va vous foutre à poil, on va vous mettre dans une de vos baignoires sur un Clark, et on va aller faire un petit tour dans le zoning industriel pour montrer quel type de patron vous êtes, etc. Vous n'allez quand même pas faire ça. Il y a un type, dit, tiens, tu parles français, toi, maintenant. Bon, et alors on a commencé à discuter. Et puis, ils ne voulaient pas. Et puis, à un moment donné, on leur a présenté un texte avec un accord de réintégration, etc. Et ils se sont un peu bagarrés entre eux. Il y avait deux patrons. L'un disant, écoute, on n'en sortira pas, on les réintègre, et l'autre disant, pas question, etc. Et donc, c'était comique, c'est que devant les militants, c'était les patrons qui étaient en train de se disputer pour savoir ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et nous sommes sortis de là avec la réintégration des personnes également, quoi. Voilà. La différence entre les deux entreprises, c'est que CP Bourg est toujours là au moment où nous parlons. Tandis que Place Sémal, 1 ou 2 ans plus tard, ils ont fermé, quoi. Et c'est tout le monde a été licencié à ce moment-là. L'entreprise était en fermeture. Et concrètement, comment ça se passe d'organiser ce type d'action à CP Bourg, par exemple? Comment vous avez préparé ça? On l'a préparé en petits groupes, hein. Surtout les permanents. Donc ceux qui allaient devoir conduire l'action sur le terrain avec les délégués. Donc on voyait le contexte, on expliquait de quoi il s'agissait. Certains étaient déjà chargés de préparer la publication de l'information vers la presse. D'autres avaient comme mission, si ça dure, il faudra quand même bien qu'on ravitaille les gens. Qui discute? Est-ce qu'on fait une discussion avec tous les militants dans le bureau qui écoutent tout ce qu'on dit avec le patron? Ou est-ce que si les patrons disent je veux simplement voir les responsables, est-ce qu'on est d'accord avec eux? Ou bien est-ce qu'on leur dit non, vous discuterez devant tout le monde, comme ça tout le monde pourra se rendre compte de qui vous êtes? Bon, suivant les circonstances, c'était l'un ou c'était l'autre. Le principal, c'était qu'on aboutisse à un accord dès le moment où l'action était engagée. Chacun avait son rôle à jouer dans l'action. Et au moment dit, la convocation des militants avait lieu uniquement par téléphone. Nous savions que nous n'étions pas les seuls, c'était pas un traitement particulier pour le Brabant wallon, que d'une manière ou d'une autre, on est infiltré par les forces de l'ordre. Ils ont des indicateurs. Et on a vu ça régulièrement parce que les gendarmes étaient sur place avant nous. Donc, on le savait. Donc, on avait mis en place une chaîne téléphonique. Donc, un certain nombre de permanents et de militants, déjà avec beaucoup d'expérience, etc., avaient donc 10, 15 numéros de téléphone auxquels ils devaient téléphoner pour convoquer à l'action. Donc, on avait pris comme précaution, dans toute la mesure du possible, de ne pas convoquer les militants à l'endroit de l'action. On les convoquait à un autre endroit. Et de cet endroit-là, on allait vers le lieu où l'action avait lieu. On avait aussi comme principe d'en dire le moins possible. Et nous n'avions jamais caché aux militants qui risquaient d'être impliqués que ce type d'action comportait un certain nombre de risques. Les gens savaient que lorsqu'on occupe une entreprise, c'est un acte illégal aux yeux de la loi. Et qu'on pouvait être poursuivi en justice si les patrons portaient plainte. Que s'il y avait à un moment donné un affrontement physique, que ce soit avec les forces de l'ordre ou avec la direction, coup et blessure, ça se retrouve également au tribunal. Et on a toujours dit aux gens, vous devez vous sentir libre de participer à ces actions ou pas. On a évidemment envie que vous soyez là, c'est pour ça qu'on vous sollicite, mais si vous ne sentez pas l'action, si vous n'êtes pas totalement d'accord avec cette action, ou si vous avez peur d'un affrontement physique avec les forces de l'ordre, etc., et que pour vous c'est un problème, eh bien, il n'y a pas de jugement. Donc ça, c'était très important pour nous. Et d'éviter les affrontements inutiles. Donc quand on intervenait dans une entreprise, on ne commençait pas par rentrer dans l'art de tout le monde.
on arrivait dans l'entreprise, et si c'était une entreprise où on n'avait pas une présence syndicale importante, on essayait d'abord de discuter avec le personnel. Et bien souvent, le personnel se solidarisait avec sa direction dans ces entreprises-là. Donc il fallait leur montrer que notre intervention était légitime. Ça n'a pas toujours été facile et parfois on n'y est pas parvenu. Et généralement, dans ce cas-là, l'action n'a pas donné de grands résultats. Donc, lorsque nous avons fait ces actions, c'était un but pour nous de voir si ce que nous pensions était pertinent. À savoir, les gens sont en attente d'un syndicalisme plus global, plus dynamique, etc., de sortir, en ce qui nous concernait, d'un syndicalisme qui était surtout un syndicalisme de service, pour aller vers un syndicalisme de combat. Et dans les deux cas, que ce soit CP-Bourg ou Place des Malles, l'action s'est soldée par une victoire. C'est-à-dire que nous sommes sortis de l'entreprise, après bien des péripéties, avec un accord. Et donc, nous avons pu tirer un certain nombre de leçons, voir un peu les problèmes auxquels on avait été confrontés, et notamment pour la première fois dans notre histoire, nous, à la CC de Nivelles, le rapport avec les forces de l'ordre et avec la gendarmerie, chez CP-Bourg notamment. Et avec le monde politique, en la personne du bourgmestre, qui était venu jouer les intermédiaires. Voilà. Bon, on n'est plus à la pommade au citron, là. L'occupation d'usine ou la séquestration de patrons, c'est déjà un grand moyen de pression, illégal d'ailleurs, mais je trouve qu'avec la prise de trésors de guerre, tout aussi illégale, vous allez un cran plus loin, parce que là, l'idée c'est de prendre la production de l'entreprise et soit de la confisquer, soit carrément de la vendre. Et la première fois que vous faites ça, c'est chez Ampex. Oui, Ampex, c'était une entreprise américaine qui faisait de l'enregistrement de musique cassette, les petites cassettes qu'on avait à l'époque. Et lorsque nous avons fait notre action, c'était pour une question salariale. Dans l'entreprise, la direction avait décidé de supprimer la prime de fin d'année, qui équivalait à un 13e mois de salaire. Et donc la centrale des métallos, le permanent Roland Deleu, nous avait demandé si on n'avait pas une idée pour débloquer la situation. Et on lui a proposé de s'emparer de tout le stock de musique cassette en pénétrant dans l'entreprise la nuit. Le lieu de production des cassettes était à 1 ou 2 kilomètres du siège de l'entreprise. Donc c'était dans un atelier qui se trouvait jouxtant juste à la prison de Nivelles. Donc en préparant l'action, nous avions beaucoup rigolé en disant, de toute façon, si on doit aller en prison, on n'aura pas un bout de chemin important à faire, puisque la prison est juste à côté. Et donc on est allé à une dizaine de personnes, pratiquement tous des permanents, y compris des permanents nationaux de la CSC qu'on avait mis dans le coup, en disant, si on se fait choper, on pourra toujours dire qu'il y a un national avec nous. Donc, ils étaient 2, ils sont venus, ils ont pris le risque. Et on est entré dans l'atelier pour prendre les cassettes. Et on avait même pris une échelle parce qu'on avait reconnu les lieux, parce que la fenêtre sur laquelle on devait entrer dans l'atelier, elle était assez haute. On a découpé la fenêtre avec un diamant. Ça, c'est un militant des verreries qui l'a fait. Il est monté à l'échelle, il a découpé la fenêtre. Et je dis, bon, là, c'est moi qui passe, et puis je vous ouvre de l'intérieur. Et on a emmené absolument tout le stock dans 2 ou 3 camionnettes. L'embêtant étant que lorsqu'on s'est retrouvé sur la route, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas imaginé l'endroit où il fallait les mettre. Et donc, on était en train de rouler en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et finalement, nous avons été les mettre dans le garage d'André Olef, le président du MOC à l'époque, qui serait après ministre des Affaires économiques.
Et à 2-3 heures du matin, on l'a sorti du lit en disant « André, écoute, on ne sait pas quoi faire. » Ah non, mais vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez, etc. Ben oui, moi, tu es président du MOC, donc tu prends aussi tes responsabilités. Et il a accepté. Et donc, on a tout déchargé chez lui. Et le lendemain, donc, on a averti la presse qu'on avait piqué le trésor de guerre. Et nous avons alors lancé un tract dans Nivelles en prévenant les gens que sur le prochain marché, nous allions mettre en vente notre trésor de guerre à des prix bradés, etc. Ça a été le branle-bas de combat. Le patron de l'entreprise est venu en Belgique et le 13e mois a été récupéré et on a restitué le trésor de guerre. C'est-à-dire on est allé le déposer dans un local désaffecté de la mutualité en prévenant la gendarmerie que, de façon tout à fait imprévisible, on s'était rendu compte que notre trésor de guerre se trouvait à tel endroit et qu'il pouvait aller le récupérer. Ça a été vraiment... La CSC était très choquée en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont volé le stock d'une entreprise, mais enfin, jusqu'où vont-ils aller, etc. » Donc, au niveau de la CSC nationale, c'était quand même une discussion qui était difficile entre eux. Mais voilà, il y a eu une intervention de l'ambassade des États-Unis. Donc, Jeff Wouthuis, le président de la CSC, a été interpellé par l'ambassade des États-Unis en disant « C'est quoi ? On est dans un pays communiste maintenant, en Belgique, etc. » Et le Roland Deleu s'est fait appeler Arthur par sa centrale. Se fait appeler Arthur, ça veut dire s'est fait interpeller. Et donc, Jean Doyen, qui était le secrétaire général de la centrale à cette époque, un bon syndicaliste, mais quand même un peu conservateur, avait donc sommé Roland Deleu de restituer dans le plus bref délai l'objet du larcin. Et il faut lui reconnaître cela. Il a refusé. Il a dit, voilà, moi, j'ai demandé une action de solidarité, la fédération me l'a donnée, c'est une action interprofessionnelle, je ne me dissocie pas de l'action interprofessionnelle. Mais ça, c'était deux écoles qui s'affrontaient parfois durement. L'idée qu'avaient beaucoup de militants à cette époque, de délégués qui étaient des anciens délégués, surtout à la CSC, mais aussi à la FGTB, qui était de dire, nous sommes une organisation syndicale, s'il faut faire la grève, on la fera, mais il faut qu'on fasse tout pour éviter la grève. Donc il faut qu'on négocie, il faut qu'on aille jusqu'au bout des négociations pour essayer d'avoir des compromis, etc. C'était des gens qui étaient persuadés qu'en utilisant la force syndicale pour négocier, et ils avaient raison parce que dans les années précédentes, on avait obtenu beaucoup de choses par la négociation. Et tu avais la nouvelle génération là, qui était en train d'émerger, qui disait, mais il ne faut négocier qu'après avoir établi le rapport de force. Donc il faut d'abord faire la grève, et puis il faut négocier pendant qu'on est en grève, parce que c'est là qu'on a le rapport de force. Nous avions acquis la conviction que si on ne faisait pas le rapport de force, ça ne servait à rien de négocier, parce que ça ne débouchait plus sur rien du tout. Je n'oublierai pas, devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le vent droit et puis quelques cailloux. Même si le syndicalisme de combat ne fait pas l'unanimité à la CSC, Raymond et les militants du Brabant wallon poursuivent son développement avec d'autres types d'actions. Dans le prochain épisode, on sort de l'entreprise. Au programme, blocage de train et grève de la faim, sur fond de rencontres, de prises de risques et de fêtes. Allez,